L'objectif aujourd'hui, c'est de décoder l'architecture invisible de l'achat en ligne. À travers la montagne de sources qu'on a rassemblées pour cette exploration en profondeur, la mission est de comprendre exactement comment un simple visiteur anonyme se transforme en acheteur. Exactement. Et on a balayé large pour ça, hein. Des données neuroscientifiques, des statistiques publicitaires mondiales, les rapports d'utilisabilité de l'Institut Bémard, et même les chiffres du e-commerce en France pour 2025. D'accord. Décortiquons un peu tout ça. Parce que tu vois, quand on entre dans un magasin physique, l'architecture est super évidente. On voit les allées, on voit la caisse, on voit les têtes de gondole. C'est très tangible, ouais. Voilà, c'est tangible. Mais quand on navigue sur une boutique en ligne, cette architecture, elle disparaît complètement. On a l'impression d'une navigation libre, presque aléatoire. C'est une véritable illusion de libre arbitre, en fait. Et pour quiconque cherche à comprendre les rouages du monde numérique actuel, maîtriser ces concepts, c'est un super pouvoir. C'est clair. Derrière le simple écran, il y a une mécanique invisible, une ingénierie d'une précision redoutable. Tout à fait. La navigation donne une sensation de contrôle. On clique où on veut, on scrolle à notre rythme, mais chaque pixel, chaque couleur, chaque mot, c'est le résultat de tests intensifs. Des tests pour nous canaliser vers une action unique, l'achat. Et le point de départ de tout ça, curieusement, ce n'est pas sur les serveurs des géants de la tech. Ah non, pas du tout. Le point de départ, il est bien plus proche de nous. Il est dans notre biologie humaine. Ouais, dans notre boîte crânienne, littéralement. Avant même de parler de bannière pub ou de design, il faut comprendre le moteur principal. Et là, les données de la Harvard Business School, croisées avec des sources comme Whitehap, elles sont juste vertigineuses. Tu penses aux 95% là? Exactement. 95% des décisions d'achat se produisent dans l'inconscient. Ça remet absolument tout en perspective. C'est énorme. La logique pure ne pèse presque rien au final. Bah oui, j'aime bien utiliser cette analogie. C'est comme si le cerveau humain était dans une voiture. Le système limbique, notre centre émotionnel, c'est le pilote automatique qui décide de la destination et qui appuie sur l'accélérateur. Et le passager, c'est qui du coup? Le passager, c'est le cerveau logique, le cortex. Il est juste sur le siège d'à côté et il invente de très bonnes excuses pour justifier pourquoi on va dans cette direction. C'est une super image. Et la neurochimie confirme tout à fait cette analogie. Quand un stimulus visuel capte l'attention en ligne, le système limbique réagit en quelques millisecondes. Avec la fameuse dopamine. Voilà, libération immédiate de dopamine. C'est l'hormone de l'anticipation et du désir. Et la logique, elle, n'entre en jeu qu'une fraction de seconde plus tard. Et cette fraction de seconde, c'est là que le marketing opère. C'est son terrain de jeu exclusif, ouais. Les sources identifient 7 déclencheurs psychologiques majeurs, conçus spécifiquement pour stimuler ce système limbique avant que la rationalité ne puisse intervenir. C'est une vraie boîte à outils de persuasion, quoi. On a la rareté, le fameux FOMO, la peur de rater quelque chose. On a aussi la preuve sociale, l'autorité, la réciprocité. L'urgence et la simplicité aussi. Ouais. Et il y en a un septième, très puissant, souligné par les travaux de Daniel Kahneman, c'est l'aversion à la perte. La douleur de perdre quelque chose fait 2 fois plus mal que le plaisir de la gagner. C'est pour ça qu'un message du type ne perdez pas cette occasion fonctionne souvent beaucoup mieux qu'un simple saisissez cette occasion. La nuance est subtile, mais neurologiquement, c'est le jour et la nuit. Même les couleurs jouent, hein. Le bleu pour la confiance, le rouge pour l'urgence. Mais j'ai quand même une question par rapport à ça. Vas-y. Si on sait tous, intellectuellement parlant, que le compte à rebours rouge qui clignote, c'est juste un faux script informatique pour nous presser, Ouais, le fameux faux stock limité. c'est ça. Pourquoi on tombe encore dans le panneau? La rationalité devrait, théoriquement, bloquer cette impulsion, non? Ce qui est fascinant ici, c'est de réaliser que notre biologie a des millions d'années d'avance sur notre rationalité numérique. L'évolution nous a littéralement programmés pour réagir à la rareté. Pour des questions de survie, tu veux dire? Exactement. Dans la savane, si une ressource alimentaire est limitée, ne pas s'en emparer tout de suite, ça veut dire potentiellement mourir de faim. Ah ouais, c'est viscéral en fait. Totalement. Et c'est pareil pour la preuve sociale. Regarder ce que fait le groupe et l'imiter, c'était la garantie de ne pas être exclu de la tribu, de ne pas se faire manger par un prédateur. Donc ça court-circuite complètement la pensée analytique. Voilà. Le passager rationnel sait que le compte à rebours est faux, mais le pilote automatique, lui, il reçoit un signal archaïque qui hurle au danger de pénurie. C'est fou. Donc le cerveau est une machine pleine de boutons évolutifs. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment les marques trouvent-elles les bonnes personnes sur qui appuyer ces boutons? Parce que tirer dans le tas, ça coûterait trop cher. Bah oui, presser ces boutons au hasard, c'est la ruine.
Et c'est là qu'intervient le ciblage de l'intention et le fameux PPT, le paiement par clic. Et les données de Coupler sont hallucinantes sur ce point. Ah oui, les chiffres du marché de la recherche. Ouais. 351,55 milliards de dollars prévus pour 2025. C'est un volume financier qui s'explique par une rentabilité dingue. En moyenne, $1 dépensé en rapporte 2. C'est un retour sur investissement massif. Et la clé, c'est de capturer l'intention au moment précis où le système limbique est prêt à s'activer. Mais attention, le coût varie énormément. Selon les plateformes, c'est ça. Ouais. Un clic sur Google Search, ça coûte environ 2,69 $ en moyenne. Mais sur LinkedIn, l'environnement pro, ça grimpe à 5,58 $ le clic. Ah oui, quand même. Plus de $5 juste pour un clic? Et à l'inverse, t'as TikTok qui propose des vues pour à peine 0,05 $. Avec une particularité, 64% des acheteurs via TikTok ne sont exposés à la marque sur cette plateforme. C'est un vrai vase clos hyper stimulant. Mais du coup, avec des clics à presque $3 sur Google ou 5 sur LinkedIn, ce jeu-là n'est pas réservé qu'aux multinationales avec des budgets illimités. C'est la grande question. Et c'est là que l'analyse précise de l'intention équilibre un peu les chances. Avec des outils comme Also Asked, par exemple. Qui cartographie les questions connexes de Google. Exactement. Au lieu de payer une fortune pour un mot-clé très large, on cherche l'intention réelle, la question ultra précise que l'acheteur se pose. Plus tu comprends l'intention, moins tu gaspilles d'argent. On devance l'intention en fait, c'est hyper chirurgical. C'est indispensable, surtout quand on passe de l'achat impulsif, en B2C, au monde très complexe du B2B, la vente entre entreprises. Ah oui, les données de Monday.com là-dessus sont très claires. Le parcours n'a rien à voir. En B2B, on parle de 6 à 10 décideurs impliqués. Et 17 interactions en moyenne avant l'achat. On est loin du clic impulsif sur un t-shirt. Complètement. C'est un parcours ultra structuré qui passe par des qualifications strictes, comme la méthode BANT. Budget, autorité, besoin, temps. Si on reprend ta métaphore de la voiture, le B2B, c'est un processus conçu pour forcer le pilote automatique à s'arrêter sur le bas-côté. On oblige le passager rationnel à prendre le volant, c'est ça? Voilà. Il faut remplir des formulaires, valider des budgets. L'émotionnel sert à capter la tension au début, mais la conversion finale est ralentie exprès pour garantir une décision logique. Et ces stratégies, qu'elles soient impulsives ou hyper logiques, elles génèrent des volumes d'affaires colossaux. Regardons juste un marché mature comme la France, avec les chiffres 2025 de la FEVAD. Les chiffres donnent le vertige, oui. Le e-commerce en France a atteint 175,3 milliards d'euros en 2024. C'est intégré dans le quotidien de façon massive. On parle de 41,6 millions de Français qui achètent en ligne. Avec une moyenne de 62 transactions par acheteur sur l'année. C'est plus d'un achat par semaine et par personne. C'est dingue. Et l'IA est partout pour fluidifier ça. 82% des entreprises utilisent l'IA générative. Mais il y a un paradoxe inattendu qui émerge de ces données. Le paradoxe de la consommation responsable. Ouais. D'un côté, on a cette machine à dopamine impulsée par le FOMO qui tourne à fond. Et de l'autre, on a 51% des acheteurs en ligne qui ont acheté au moins un produit d'occasion dans l'année. Et les considérations RSE, la responsabilité sociale et environnementale qui poussent de plus en plus au boycott pur et simple de certaines marques. C'est une vraie évolution des critères d'achat. Exactement. On reste neutre là-dessus, on ne prend pas parti, mais factuellement, les données le montrent. Alors comment on concilie ce besoin psychologique d'acheter de manière impulsive avec cette envie de consommer éthique ? Si l'on relie ça à la vue d'ensemble, en fait, il n'y a pas de contradiction. Les déclencheurs psychologiques dont on a parlé s'appliquent tout autant aux plateformes de seconde main. Ah, tu veux dire que la psychologie reste la même, c'est juste le produit qui change. Exactement. Prends la rareté et l'aversion à la perte. Sur un site de fast fashion, c'est souvent un faux compte à rebours. Mais sur Vinted ou Le Bon Coin, la rareté est littérale. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a qu'une seule veste vintage de cette taille à ce prix. Voilà. L'urgence perçue par le système limbique est totalement réelle. Et pour la preuve sociale, elle s'exprime via les systèmes de notation entre particuliers. Le besoin d'acheter est apaisé et la conscience morale du cortex préfrontal aussi. D'accord. Donc la mécanique fonctionne toujours. Le client est ciblé, son système limbique est stimulé, il clique, il arrive sur le site. Normalement, c'est dans la poche. Normalement, oui. Mais c'est là que ça se gâte. C'est ici qu'un désastre silencieux se produit selon les rapports de l'Institut Weimard. Le design du site vient littéralement ruiner tout le travail psychologique préalable. Ah, l'expérience utilisateur. La fameuse UX. C'est un gouffre. Les données 2025 sont alarmantes. 51% des principaux sites américains et européens ont une page produit jugée médiocre ou pauvre. Et sur mobile, ils ont identifié 3600 problèmes d'utilisabilité.
C'est énorme. Pour faire une analogie, c'est comme faire la pub d'un resto de luxe avec des images incroyables. Tu arrives devant, t'as super faim, mais à l'intérieur, le menu n'a pas de prix, les plats sont cachés sous des boîtes fermées et la porte de sortie est verrouillée. C'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle la friction cognitive. Et Weimar pointe des erreurs très précises. Par exemple, le désastre des onglets horizontaux. Ah oui, les fameux petits onglets pour lire la description ou les avis. Ouais. 28% des sites s'obstinent à les utiliser. Le problème, c'est que neurologiquement, on scanne une page web en F ou en Z. Les onglets horizontaux tombent en plein dans une zone de cécité attentionnelle. Du coup, les gens ne les voient même pas? Exactement. 27% des utilisateurs les ignorent complètement. Il manque les infos cruciales qu'aurait validé leur achat. Mais c'est un sabotage total. Et la liste continue. 91% des sites n'ont pas d'image à l'échelle. Ça, c'est terrible. Le cerveau n'arrive pas à évaluer la taille réelle de l'objet par rapport à une main ou à un meuble. Du coup, t'as 42% des gens qui plissent les yeux en essayant de deviner si ce sac à dos peut contenir leur ordi. Ça crée une charge mentale de fou. Sans parler du manque de visuels issus des réseaux sociaux. 67% des sites les omettent, alors que c'est la meilleure preuve sociale. Et le pire du pire, le coup de grâce. Obliger les gens à créer un compte juste pour sauvegarder un article en favori. 94% des sites font cette erreur. Ou alors ils cachent les frais de port jusqu'au dernier moment. Cela soulève une question cruciale. Pourquoi des marques qui font des millions de chiffres d'affaires font des erreurs aussi basiques? Bah oui, pourquoi? Leurs designers ne sont quand même pas incompétents. Non, c'est souvent à cause de conflits internes. Le marketing veut collecter un max de données, d'où l'obligation de créer un compte. La logistique ne veut pas afficher les frais de port trop tôt pour ne pas faire fuir le client. Ils privilégient leur propre cuisine interne au détriment du client, quoi. Voilà, ça crée de la friction. L'agacement monte, la dopamine retombe direct. Le passager rationnel se réveille, se dit que finalement c'est pas si indispensable, et il abandonne son panier. Face à tous ces algorithmes complexes, ces biais psychologiques à gérer et ces pièges de design à éviter, on peut se demander comment un marchand indépendant s'en sort aujourd'hui. Seul, c'est presque impossible. Exactement. Et la réponse à cet isolement, selon les données de GrowWave, c'est l'intelligence collective, les communautés de vendeurs. L'antidote à la froideur algorithmique, c'est l'humain. Les marchands se tournent vers des forums pour du feedback sans filtre. La technologie donne les outils, mais pas l'empathie. Prends l'écosystème colossal de Shopify. Leur communauté officielle, c'est plus de 900 000 marchands, avec 1 million de posts contenant des solutions validées sur le terrain. Et ça va bien au-delà des canaux officiels. Totalement. Sur Facebook, tu as des groupes massivement actifs comme Shopify Unofficial. Sur Reddit, le sous-forum r/Shopify a 12 ans d'existence et fédère 219 000 membres. Il y a même des espaces exclusifs, non? Ouais, comme le e-commerce Fuel Forum, strictement réservé aux entreprises qui génèrent des millions, ou des espaces audio comme Women on Shopify sur Clubhouse. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Ça montre que dans un monde suroptimisé par l'IA et l'automatisation, la ressource la plus précieuse, ça reste le retour d'expérience d'un père. Quelqu'un qui a traversé les mêmes galères et qui partage sa solution. C'est fou de se dire que le secret de la réussite technologique en ligne, c'est purement humain, l'entraide. C'est la preuve sociale appliquée aux vendeurs eux-mêmes. Face à des machines froides, la validation humaine apporte une assurance que les données brutes ne peuvent pas donner. Pour résumer cette plongée fascinante, on part d'une étincelle archaïque, une décharge de dopamine dans le système limbique. Cette impulsion est captée par la recherche de mots-clés et le PPC. Ensuite, elle est canalisée ou détruite par la fluidité de la page produit et de l'UX. Et tout ça tient debout grâce au soutien de communautés de vendeurs. C'est l'anatomie complète de l'achat moderne. Entre manipulation émotionnelle et dure réalité ergonomique. Exactement. Et pour terminer, j'aimerais qu'on laisse ceux qui nous écoutent sur une réflexion un peu provocatrice, qui va au-delà de nos sources d'aujourd'hui. Vas-y, je t'écoute. Aujourd'hui, l'IA génère déjà les textes de pub et optimise les enchères PPC. Elle va bientôt personnaliser l'UX en temps réel. Mais arrivera-t-il un moment très proche où nos propres assistants personnels IA feront nos achats pour nous? Ah, tu veux dire contourner nos biais cognitifs? C'est ça. Si une IA est chargée de nous trouver un logiciel ou de faire les courses, elle n'a pas de système limbique. Elle ne ressent ni le FOMO, ni la peur de perdre. Le faux compte à rebours n'aura aucun effet sur un processeur. Aucun. Le pilote automatique émotionnel serait éjecté de la voiture. Est-ce que le marketing de demain devrait réapprendre à persuader des machines plutôt que des humains? C'est une excellente question. Ça bouleverserait tout. On passerait d'une persuasion émotionnelle à une compétition stricte sur l'utilité, le prix et la data pure. Le passager rationnel prendrait enfin le volant pour de bon.
Voilà de quoi réfléchir lors de votre prochaine session d'achat en ligne. C'est la fin de cette analyse approfondie de l'architecture invisible de e-commerce. À très bientôt pour une nouvelle exploration.